Monsieur le Président de la République française, je voudrais vous dire à nouveau combien nous sommes heureux de vous accueillir à Abidjan à l'occasion de cette visite officielle. Je vous indiquais tout à l'heure dans notre séance bilatérale que nous espérons vous garder beaucoup plus longtemps la prochaine fois, peut-être une semaine. Je vois que Laurent Fabius n'est pas d'accord. Monsieur le Président, bien sûr, tout le monde connaît les relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays, la France et la Côte d'Ivoire. Et les liens qui nous unissent sont anciens et sont des liens de confiance, également de soutien réciproque. Mais la France a apporté un fort soutien à la Côte d'Ivoire, notamment ces dernières années, à l'occasion des difficultés que mon pays a traversées. Je voudrais donc vous dire un grand merci au nom des membres du gouvernement, du patronat, de tous mes compatriotes, de tous mes concitoyens. Ce fut des moments difficiles, douloureux, non seulement pour nous, mais également pour la grande communauté française qui a choisi d'être à nos côtés et pour beaucoup qui ont adopté la Côte d'Ivoire comme une seconde patrie. Maintenant, la crise est derrière nous. Et comme vous l'avez constaté depuis ce matin, et je suis sûr mon ami l'ambassadeur Georges Serre vous le dira, que la page de la crise post-électorale est définitivement derrière nous. C'est une page tournée et nous sommes maintenant dans un environnement de paix, un environnement de sécurité, mais également de sérénité. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous faisons tout pour que le processus que nous avons engagé soit un processus inclusif et que tous les Ivoiriens y participent et donc soient totalement confiants de notre bonne foi. Vous savez, la croissance économique peut être forte, mais pour qu'elle soit durable, il faut une mobilisation totale de tous. Et c'est pour cela que je tiens beaucoup à la réconciliation et également à la nécessité pour tous les Ivoiriens et toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire de profiter des fruits de la croissance économique que le pays connaît actuellement. Au cours des 3 dernières années, nous avons une croissance moyenne de 9 à 10%, et cela pourrait et devrait se poursuivre au cours des 3 prochaines années. D'ailleurs, je pense que la communauté des affaires qui est ici a pu voir dans la presse ce matin que la Côte d'Ivoire, dans la notation de Moody's, a obtenu une note de B1 avec une tendance positive, et l'eurobond que nous avons souhaité émettre pour 500 milliards de francs CFA, non, 500 millions de dollars, pardon, a connu une souscription 10 fois plus, donc de 5 milliards de dollars, à un taux d'intérêt de 5,25%, c'est-à-dire seulement un demi-point au-dessus du taux auquel le Portugal emprunte en ce moment. C'est dire la confiance de la communauté financière internationale à la Côte d'Ivoire, aux politiques qui sont menées, et également en son avenir. Ce matin, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, m'a rendu compte de l'ouverture du forum. Je sais qu'à cette occasion, tout a été dit, et je ne voudrais donc pas revenir sur les différents points qui ont fait l'objet de vos échanges. Je voudrais surtout insister sur l'excellente coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire
sur tous les plans, au plan économique, politique, et dire un grand merci au président François Hollande pour le soutien qu'il nous apporte avec son gouvernement. Et je voudrais aussi me féliciter de la place des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Selon notre recensement, nous avons 800 entreprises actuellement dans notre pays qui emploient 110 000 personnes et qui nous procurent quasiment la moitié des recettes fiscales. C'est dire à quel point la France, le président français, le gouvernement français, les opérateurs français sont importants pour nous. Et je voudrais aussi vous dire, Monsieur le Président, combien nous sommes reconnaissants de l'appui de la France, ce que nous avons pu obtenir, l'allègement de la dette dans le cadre du programme Pays pauvres très endettés, et notamment l'annulation sèche que nous avons obtenue et la mise en place du contrat désendettement-développement qui permet le financement de nombre de projets dans les secteurs de l'eau, des infrastructures, de la santé, et on voit aujourd'hui à nouveau dans d'autres secteurs comme le secteur de la justice. Ce sont des matières importantes. Et je voudrais aussi signaler que hier, j'ai eu l'occasion de promulguer l'accord de partenariat de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Et je me réjouis de la nouvelle politique de sécurité en France qui a décidé de choisir Abidjan comme un des points d'appui de la lutte contre le terrorisme et de la coordination des actions des forces françaises dans les pays du Sahel. Cet accord de partenariat est quelque chose de nouveau pour notre pays. Nous l'avons négocié en toute confiance et nous savons que son application fera l'objet d'une attention très suivie des deux côtés. Je voudrais aussi signaler que nous avons l'ambition de restructurer et de renforcer donc la sécurité et la capacité militaire de notre pays, et notamment pour la lutte contre, bien sûr, le terrorisme, mais contre également la piraterie maritime. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons acquis 3 navires auprès d'une entreprise française. Et ce matin, vous avez vous-même donc pu visiter le bateau d'Émergence qui vient d'être livré il y a quelques semaines. Nous nous félicitons également de l'excellente coopération policière entre la Côte d'Ivoire et la France et tous les soutiens que nous avons obtenus à ce sujet. Monsieur le Président, vous envisagez d'organiser l'année prochaine à Paris une conférence sur les questions de paix, de sécurité et surtout de changement climatique. Ceci est important pour nous. D'ailleurs, ces derniers jours, ces dernières semaines, nous avons vécu des inondations exceptionnelles à tel point que 32 ou 33 personnes, je crois 33 personnes, ont perdu la vie. C'est dire à quel point ces questions climatiques sont nécessaires et il faut trouver des solutions, notamment pour les pays fragiles comme les autres, comme les nôtres qui subissent les conséquences donc, de ces dommages. Je voudrais, cher François, vous dire que nous avons été sauvés par la France avec votre intervention au Mali contre le terrorisme et contre l'invasion du nord du Mali. C'était des moments difficiles pour toute la région ouest africaine. Grâce à votre courage et à la rapidité de votre réaction, nous avons pu ensemble contenir la descente des terroristes vers le sud du Mali, mais également vers la Côte d'Ivoire et tous les pays côtiers, que ce soit le Ghana, le Togo, le Bénin et d'autres pays.
Je me félicite également du rôle important que la France joue en Centrafrique. Nous souhaitons que ce pays retrouve la paix et puisse sortir des difficultés qui ont caractérisé l'évolution de ce pays en Afrique centrale depuis bientôt 2 décennies. Monsieur le Président, j'aurai l'occasion de m'adresser à vous ce soir. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de votre temps, puisque déjà je suis responsable du retard d'1 heure de temps que vous avez sur votre programme. Je ne voudrais pas donc accentuer cela, mais je voudrais terminer en disant à quel point nous sommes heureux de cette visite que vous nous rendez. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et mon seul regret est que vous restez que 2 jours, mais la promesse a été faite et je sais que vous la tiendrez, de rester plus longtemps la prochaine fois. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette double invitation. Celle que vous m'avez faite pour mon voyage d'aujourd'hui et celle que vous venez de m'adresser pour mon séjour de la prochaine fois. Pour 1 semaine. Au moins 1 semaine. La presse française en est maintenant informée. Et les ministres du gouvernement également. Je veux saluer l'accueil qui m'a été réservé par vous, par votre gouvernement, par la population ici, à Abidjan. C'est une étape importante que nous franchissons, une de plus, dans la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Une relation historique et qui est ici encore rappelée par la présence de 2 anciens premiers ministres qui ont eu à connaître des questions entre nos 2 pays. Michel Rocard, je sais que vous étiez ensemble Premier ministre, au sens où, lorsqu'il était Premier ministre, vous l'étiez aussi, et inversement. Et Laurent Fabius, qui a suivi également l'évolution de votre pays, et encore aujourd'hui comme ministre des Affaires étrangères. La remarque qui me vient spontanément à l'esprit, c'est qu'il y a 3 ans, la Côte d'Ivoire était dans une crise grave, avec des violences, avec des exactions, avec une présence militaire française qui devait faire face, elle aussi, à un certain nombre d'agressions et de violences. Et 3 ans après, la Côte d'Ivoire, sous votre autorité, a profondément changé. Et elle a relevé avec succès les 3 défis qu'elle avait en face d'elle. Le premier défi, il paraissait majeur, c'était celui de la sécurité, de la paix civile, des violences. Et aujourd'hui, vous m'en faisiez vous-même la remarque, il y a des violences qui ont considérablement régressé. Et si l'on regarde les statistiques, mais je sais que vous aimez beaucoup les statistiques, vous êtes au même niveau, vous n'avez pas voulu citer Paris, de Genève et de New York. C'est dire si la situation non seulement a été rétablie, mais la tranquillité publique a été enfin respectée. Cette sécurité, elle est aussi assurée par un dispositif de l'ONU qui va maintenant considérablement diminuer en ampleur. Et loin de voir cette décision comme une nostalgie, vous devez la regarder comme une fierté. Ça veut dire que la mission a été accomplie. De la même manière, ce qu'on appelle le dispositif militaire licorne, qui était donc celui que la France avait mis en place dans la période de crise. Eh bien, cette opération s'achève. Et elle va prendre une nouvelle forme qui est maintenant de dimension régionale. Quand je dis de dimension régionale, ça veut dire sur le Sahel. Et la France sera présente en Côte d'Ivoire pour mieux agir, non pas en Côte d'Ivoire, mais partout dans la grande région, afin de pouvoir répondre à toutes les
crises qui pourraient survenir ou à toutes les agressions, notamment pour lutter contre le terrorisme. Et je veux saluer ce qu'a été votre responsabilité lorsque vous étiez président de la CEDEAO, c'est-à-dire la grande organisation africaine de l'Ouest. Et c'était au moment où le Mali faisait face à cette agression terroriste et où la France devait prendre une décision. Cette décision, je l'ai prise. Mais elle n'a été possible que parce que la CEDEAO, avec le Mali, ont fait appel à la France, avec le soutien des Nations Unies. Et si vous n'aviez pas été là pour fédérer les pays concernés et pour, non pas les convaincre, ils l'étaient déjà, mais pour les mobiliser dans cette opération, nous n'aurions pas réussi. Mais nous avons encore à faire. Et vous avez évoqué, Monsieur le Président, la lutte contre la piraterie. Je me réjouis que la Côte d'Ivoire puisse maintenant disposer non seulement de cacao, de bananes, mais aussi de pétrole. Et il y a des explorations qui vont avoir lieu et il y a nécessité de protéger un certain nombre d'installations. Vous avez fait le choix de faire confiance à une entreprise française, Redco, pour la mise en service d'un patrouilleur, l'émergence, c'est vous qui avez choisi le nom, comme symbole de ce que doit être la Côte d'Ivoire. Et nous pourrons, avec ce bâtiment et avec d'autres, faire en sorte que la sécurité maritime puisse être, là encore, respectée. Vous avez aussi fait le choix de technologies françaises, notamment Thales, pour un système de sémaphore, pour une surveillance aussi satellitaire. Bref, nous avons à coopérer aussi dans ce domaine-là. J'en arrive donc au deuxième défi, qui est celui de l'économie. Il y avait une profonde récession en Côte d'Ivoire en 2011. Comment aurait-il pu être possible d'imaginer une économie prospère dans un pays qui était en proie aux violences? Mais depuis 2012, il y a une croissance forte en Côte d'Ivoire de l'ordre de 9% par an, et avec donc de nombreux projets qui ont pu trouver leur aboutissement et des progrès qui ont pu être accomplis pour la vie des Ivoiriens, notamment sur le plan de leur salaire, de leur niveau de vie, de leur bien-être, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et la France, elle veut prendre sa part. Et c'est pourquoi je suis heureux d'avoir pu être accompagné par près de 50 chefs d'entreprise, les plus grandes, mais aussi des entreprises moyennes, des entreprises de taille plus modeste, qui sont toutes convaincues que si nous savons choisir les bonnes stratégies, nous pouvons à ce moment-là réussir ensemble. Et dans le domaine de la ville durable, puisque c'était le thème de ce forum, il y a des technologies françaises, des capacités d'investissement, et il y a votre volonté, celle de votre gouvernement. J'ai fait ce matin une traversée de la lagune. Et nous avions regardé d'abord le pont qui se construisait sous nos yeux. Il était déjà terminé, même à la fin de notre traversée. Je remercie tous les ouvriers de l'entreprise d'avoir réussi cette performance. Nous en voyions d'autres ponts qui devaient être rénovés. Et puis, il y avait tout ce travail de dépollution. Et c'est le sens de ce que nous pouvons faire ensemble. Unir nos salariés, nos travailleurs, nos technologies, nos entreprises, pour préparer la Côte d'Ivoire à être un grand pays émergent. Et notamment un grand pays urbain. Il m'était donné des chiffres qui sont tout à fait convaincants. Aujourd'hui, la moitié des Africains vivent en ville, dans des grandes métropoles. Et ce sera encore le cas, davantage encore, dans 30 ou 40 ans. On parle de 75%
pour la population urbaine en Afrique, avec un chiffre qui doit être à l'esprit, 2 milliards d'habitants. À partir de là, nous ne pouvons pas laisser faire ces mouvements. Nous devons les anticiper, les préparer, et pas simplement les accompagner. Abidjan, ville de 4-5 millions d'habitants aujourd'hui, sans doute le double dans 20 ans. Alors, vous avez fait le choix de préparer ces grandes villes de votre pays à être les plus modernes et donc à pouvoir anticiper. Et j'ai été tout à fait impressionné par ce que m'ont dit les chefs d'entreprise qui sont ici, chefs d'entreprise français, qu'il pouvait y avoir un saut technologique, notamment en matière de télécommunications, en matière de numérique, en Côte d'Ivoire. Alors, à nous de nouer ces partenariats. D'autant que la France est présente depuis tant d'années en Côte d'Ivoire avec des entreprises parfois familiales, 700 entreprises présentes en Côte d'Ivoire, autant d'atouts pour développer nos relations. Vous avez évoqué aussi la conférence sur le climat. Laurent Fabius la prépare et nous devons la réussir. Et je veux ici m'associer au deuil qui est le vôtre à la suite de ces catastrophes climatiques. Mais l'Afrique est particulièrement touchée par les désordres du climat. Et lorsque nous avons réuni ce sommet à Paris pour préparer la sécurité du continent africain, nous avons aussi voulu considérer le climat comme une grande priorité. Et ensuite, il y a eu le sommet entre l'Europe et l'Afrique. Et nous avons convenu ensemble, nos deux continents, de pouvoir présenter des propositions et des solutions lors de la conférence sur le climat. Je veux terminer sur le troisième défi, qui était sans doute le plus délicat, le plus difficile, le plus complexe, le plus douloureux. C'est celui de la réconciliation. Et là encore, je salue les progrès qui ont été effectués dans le dialogue, compris dans des choix qui ne sont jamais faciles, de libération des prisonniers, de liberté d'expression, et surtout de confirmation que c'était la justice qui devait passer. Parce que quand il se produit des exactions, où que ce soit, les responsables doivent être traduits devant les tribunaux et l'impunité ne doit pas être tolérée. Mais en même temps, il convient de tendre la main, de rassembler et de faire en sorte que la prochaine élection présidentielle, et vous le voulez, puisse être organisée de manière non seulement transparente, mais de manière ouverte, pluraliste. Et je veux ici saluer cette démarche, c'est très important. Parce que le continent africain, finalement, il est à l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut être même son avant-garde. Il doit à la fois assurer son développement économique dans la sécurité et avec les règles de la démocratie, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance. Et je remercie la Côte d'Ivoire d'avoir, sur ces trois défis, été capable de les relever alors même qu'elle pouvait éprouver tant de douleurs après une crise qui aura duré trop longtemps et dont le président Ouattara a été l'heureuse issue. Je veux ici le saluer tout particulièrement. Merci. Ici, la presse pose des questions, c'est ça, vous allez voir. Ah ben, peut-être, mais je pensais que c'était fini, moi. Ça marche pas. Ah oui. Si. Pardon. Gérard Grisbeck de France 2. J'ai une question sur la justice pour les deux présidents. D'abord pour le président ivoirien. Monsieur Ouattara, ici évidemment, on a connu une guerre civile avec des milliers de morts et des crimes de guerre commis des deux côtés. Il y a eu des arrestations, une centaine d'arrestations, peut-être milliers du côté des anciens partisans du président Gbagbo, de l'ancien président Gbagbo. Et puis, de votre côté à vous, semble-t-il une dizaine ou une vingtaine. Il y a une grande différence, on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Ces gens sont en prison. Est-ce qu'il y aura un procès?
est-ce qu'il y aura finalement une justice ou simplement une justice de vainqueurs? Et toujours sur la justice, une question au président Hollande. Est-ce que vous avez parlé des enquêtes sur les disparitions des 3 Français? Je pense évidemment aux journalistes, Guy-André Kieffer, et aux 2 Français qui ont été enlevés au Novotel. Je vous remercie. Sur la justice, c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Et j'en ai parlé moi-même avec le président Hollande pour lui dire que nous avons hérité d'un système, d'une justice. Je lui ai dit que la Côte d'Ivoire compte environ 600 juges pour une population de 22 millions d'habitants, alors que le Sénégal ou le Bénin, qui ont à peu près les 2 tiers ou la moitié de la Côte d'Ivoire, ont plus de 1000 à 1200 juges. Donc déjà, il y a un problème de fond. Et ceci explique une partie de la lenteur des procédures et des résultats que tout le monde attend. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que dans ce processus, il y a 3 catégories de situations qu'il faudrait distinguer. D'abord, tout ce qui a trait au crime économique. Et là, les personnes concernées ont quasiment toutes été mises en liberté provisoire. Vous avez raison, c'était effectivement des partisans de l'ancien président, puisqu'il y a eu usurpation de pouvoir, la banque centrale a été dévalisée, il y a eu pillage des banques, y compris des banques françaises, et j'en passe. La deuxième catégorie, ce sont donc les crimes de déstabilisation. Après la crise post-électorale, il y a eu des tentatives de déstabilisation. Ceci donc n'a rien à voir avec la crise post-électorale. Et là, c'était des militaires, des miliciens, et pour la plupart, ceux-ci sont effectivement en prison en attendant leur procès. La troisième catégorie, ce sont les crimes de sang, qui concernent les 2 côtés, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Et là, nous avons une commission nationale d'enquête qui a déposé un rapport. Ce rapport est entre les mains donc, de la justice. Les enquêtes ont commencé et nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que dans les mois à venir, à partir d'octobre, nous allons commencer ce processus de manière plus approfondie. Et la justice sera la même pour tous. Il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Mais nous devons faire la part des choses. Justice des vainqueurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand quelqu'un est pris sur le flagrant délit, en train d'assassiner des populations, il est tout à fait normal que cette personne aille immédiatement en prison. Maintenant, pour le reste, évidemment, les enquêtes vont déterminer les choses, mais je signale que pour un certain nombre de soldats ou de personnes qui sont considérées comme étant des pro-Ouattara et qui ont fait l'objet de jugements, nombreux sont ceux qui se trouvent en prison. Mais nous n'avons pas besoin de faire de la publicité sur cela parce que ceci est un processus normal. Personne ne saurait être au-dessus de la loi. Donc je suis tout à fait à l'aise pour vous dire que la justice sera la même pour tous. Elle sera appliquée selon le rythme des juges, malheureusement qui ne sont pas suffisamment nombreux, mais nous avons la volonté d'aller jusqu'au bout. Alors je terminerai en disant que c'est important de parler des criminels ou des supposés criminels. Mais pensons également aux victimes. Cette crise a fait 3000 victimes au minimum. Il faut faire quelque chose pour ces victimes, pour leurs proches. Et c'est pour cela que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation devra me déposer son rapport en septembre pour que nous puissions également penser et acter sur la question de l'indemnisation des victimes. Donc oui, il faut la réconciliation, mais il faut la justice et il faut penser aux victimes. Je vous remercie.
La France n'accepte pas l'impunité, où que ce soit. Et lorsque il y a des personnes qui commettent des exactions, lorsqu'elles sont dirigeantes de leur pays, elles relèvent de la Cour pénale internationale. Et nous, la France, nous soutenons les efforts de la justice internationale. Et nul ne peut s'y dérober. Les procès doivent avoir lieu. Les procédures doivent être menées jusqu'au bout, même si parfois nous nous plaignons du temps qu'elles prennent. Et lorsque ce sont des personnes qui relèvent de la justice de leur pays, alors nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de distinction entre les uns et les autres. Tous ceux qui ont commis des exactions doivent pouvoir répondre de leurs actes. En ce moment même, vous avez évoqué la Centrafrique. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Là encore, il y aura sans doute des procès qui devront avoir lieu. Et ici, en Côte d'Ivoire, plus de 3000 victimes. Nous avons une fois encore dit, à l'occasion de ce déplacement, que nous étions prêts à renforcer la coopération entre nos deux pays sur l'amélioration des procédures de justice et d'une manière générale de la formation des magistrats et de leur accompagnement pour un certain nombre d'actes difficiles. À tel point que nous avons intégré dans l'accord qu'on appelle contrat de coopération et de développement que nous avons préparé pour la période future entre la Côte d'Ivoire et la France, nous avons intégré la coopération en matière de justice comme domaine prioritaire. Vous m'avez interrogé sur les victimes françaises. Il y a des procédures qui ont été ouvertes en France. La justice est saisie. Et nous en avons effectivement parlé, notamment pour la mort de l'assassinat de Guy-André Kieffer. Et le président Ouattara m'a dit qu'il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour que la justice ici coopère avec la nôtre pour établir la vérité. Hélas, nous la connaissons. En tout cas, nous l'avons approchée, mais pour retrouver ceux qui avaient commis ces actes. Lancine Bakayoko, Fraternité Matin. Ma question s'adresse au président François Hollande. Vous êtes venu avec une cinquantaine d'entreprises françaises qui, je l'espère, ne feront pas que du profit, ils viennent aussi pour créer de l'emploi. Mais vous savez qu'après la crise, certaines de vos entreprises sont parties et elles veulent aussitôt revenir. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, qui a retrouvé toute son attractivité, est aujourd'hui courtisée, prisée par beaucoup de vos concurrents. Je vais parler des Chinois, je vais parler des Américains, des Britanniques, etc. etc. Est-ce qu'au cours de vos entretiens avec le président Ouattara, vous avez fait diligence auprès de lui pour qu'il puisse faciliter ou bien accorder des conditions particulières pour que vos entreprises puissent reprendre pied en Côte d'Ivoire? La question peut être contradictoire. D'un côté, les entreprises veulent faire des investissements et généralement pas à perte, et de l'autre, il peut y avoir des concurrents. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et ce que j'ai dit aux entreprises françaises, c'est que ce n'est pas parce qu'elles sont françaises qu'elles ont des marchés. Ça ne peut pas être dans un état de droit, avec des appels d'offres internationaux. Ça ne peut pas être l'entrée sur tel ou tel domaine d'excellence que la Côte d'Ivoire propose. Donc nous devons être français, nous le sommes, et être les meilleurs. C'est parfois possible, mais à nous de le démontrer. Et le président Ouattara, bien sûr, avec son gouvernement, ouvre des marchés, propose des projets d'investissement. Et c'est le sens de ce forum, par exemple, sur la ville durable, mais avec les règles
qui sont celles de la compétition et de la concurrence. Et l'amitié n'est pas une clause introduite dans les marchés internationaux. C'est dommage. Alors, l'amitié, vous pouvez en être sûr, et l'excellence, nous allons le démontrer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier encore du fait que les 50 responsables d'entreprise aient accepté de venir en Côte d'Ivoire à l'occasion de cette visite et les saluer et les remercier pour le forum qui s'est tenu ce matin avec mon jeune frère Diago et donc le patronat ivoirien. Il y a de nombreuses opportunités qui se développent. Je l'ai dit tout à l'heure à l'occasion de notre entretien bilatéral que la Côte d'Ivoire est un pays où, a priori, les entreprises françaises ont tout de même une certaine prime, je dirais, en raison de la langue, en raison de toutes nos procédures qui sont donc copiées sur les vôtres, le cadre donc juridique également que nous avons retenu de la France, et la culture d'entreprise. Alors tout cela fait qu'il y a, disons, un bonus qui est donc là pour les entreprises françaises. Et moi, je constate que de nombreuses entreprises françaises viennent, et même en 2011-2012, dès après notre arrivée, malgré les risques, certaines entreprises ont accepté d'investir des montants importants, que ce soit donc le terminal du port, que ce soit le pont Henri-Konan Bédié et d'autres projets qui sont en cours. Et j'ai également, à l'occasion de mes différents séjours en France, rencontré le patronat pour les encourager à revenir et leur dire que la sécurité, aussi bien physique que judiciaire, était maintenant disponible en Côte d'Ivoire. Donc je profite de cette occasion pour vous remercier, vous saluer et vous inviter à continuer d'investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des opportunités et également la dernière notation montre que tout de même nous avons réussi sur les marchés internationaux, 3 ans seulement après cette crise, d'avoir l'une des meilleures notations et le taux d'intérêt le plus bas sur les marchés internationaux, à l'exception donc de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Hervé Toutain, Radio France. Une question pour Monsieur Hollande. Mokhtar Belmokhtar, dit Le Borgne, qui est l'auteur de la prise d'otage d'In Amenas en Algérie, revendique l'attaque suicide qui a coûté la vie à un sous-officier français dans le nord du Mali le 14 juillet dernier. Est-ce que d'abord vous confirmez cette revendication? Deuxième question, est-ce que vous avez les moyens de localiser le groupe de Mokhtar Belmokhtar? Et puis peut-être une question plus générale, quelle place pour la Côte d'Ivoire dans le nouveau dispositif contre-terroriste Barkhane? Que souhaite la France? Alors d'abord, il y a eu un attentat suicide le 14 juillet au nord de Gao par un groupe que, par définition, nous ne pouvons pas identifier puisque l'auteur ou les auteurs se sont suicidés. Et il ne reste pas grand-chose d'eux. Il y a eu un sous-officier qui a été tué et plusieurs blessés, dont aucun aujourd'hui n'est en danger. Donc nous continuerons nos investigations, mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il y a encore des noyaux terroristes au nord du Mali, même s'ils ont été gravement et lourdement endommagés, et qu'il y a encore des risques. Nous disons d'ailleurs à la population civile de faire très attention, toujours, et à nos ressortissants d'être prudents dans un certain nombre de lieux et dans un certain nombre de déplacements. Mais nous n'en avons donc pas terminé avec la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une nouvelle opération. Barkhane, il n'y a plus l'opération telle qu'elle était menée au Mali
dans le cadre de Serval, elle a atteint son objectif, nous avons détruit l'essentiel des réseaux terroristes, mais nous devons répondre à un certain nombre de menaces, pas simplement au Mali, dans l'ensemble de la région. C'est aussi le sens de mon voyage ici en Côte d'Ivoire, comme demain au Niger et après au Tchad. Car nous allons reconfigurer nos présences françaises dans la région. Plutôt que d'avoir des bases lourdes et difficiles à manier en cas de crise, nous préférons avoir des installations qui peuvent être utilisées en réaction rapide et efficace. Et c'est ce que nous avons noué avec la Côte d'Ivoire, l'accord de défense de partenariat dont il a été fait mention, et c'est ce que nous allons faire aussi au Tchad et au Niger, au Tchad où il y aura l'essentiel de l'unité de commandement qui y sera installée. Au Niger, nous devons répondre également à ces risques qui nous viennent de Libye, et là aussi nous devons avoir un dispositif approprié. Donc, c'est effectivement une reconfiguration de la présence de la France, mais en plein appui avec les forces africaines. Ce que nous voulons, c'est que ce soit les Africains eux-mêmes qui assurent leur protection et leur défense. Ce qui suppose formation, accompagnement, matériel, équipement. Et c'est aussi le rôle de la France en Afrique de l'Ouest. Voilà l'esprit de Barkhane, mais je veux une fois encore rendre hommage à nos soldats qui payent un lourd tribut pour la sécurité de l'Afrique. C'était vrai, et c'est encore vrai au Mali, ça a été vrai aussi au Niger, mais nous considérons que c'est notre devoir de solidarité et c'est aussi une façon de nous protéger nous-mêmes. Car la sécurité, elle n'est pas propre à une seule région, elle est globale. C'est parce qu'elle est globale que la France et l'Europe ont cause commune avec l'Afrique. Monsieur le Président Hollande, je suis Ben Diakité de ONUCI FM. J'ai une question pour vous. Vous rencontrez cet après-midi donc les acteurs politiques ivoiriens, notamment le parti de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à cette délégation du FPI qui viendra vous voir? Bien entendu, en ce qui concerne le processus politique, dialogue politique ivoirien et élection. Moi, je n'ai pas à me mêler de la vie politique nationale ivoirienne. J'ai simplement des principes à rappeler. Quand une élection est organisée de façon transparente et libre, quand les partis peuvent se constituer, peuvent s'exprimer, alors les élections doivent être les élections de tous. C'est ce que je dirais à ce parti comme aux autres. Il y a tellement de pays, encore aujourd'hui, où il y a des interdictions, où il y a des empêchements, où les élections ne sont pas démocratiques, que lorsqu'elles peuvent l'être, il faut saisir cette opportunité. Ne serait-ce que pour assurer la réconciliation. La réconciliation, c'est de pouvoir avoir une dispute dans un cadre commun qui est celui du Parlement ou celui de l'élection présidentielle. La démocratie, c'est la dispute organisée. Et quand il n'y a pas de démocratie, la dispute, c'est la crise et c'est le conflit. Donc, ce parti, comme d'autres, s'il veut exister demain, doit être présent aux élections. C'est ce que je lui dirai, mais j'attendrai aussi de savoir ce qu'il va me dire. Si je le rencontre, c'est bien sûr qu'il y a un intérêt commun à s'écouter. Je rencontre d'ailleurs ce parti-là comme les autres. Mais